Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Sur les 104.5 Urban FM, on a avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va un peu grippé, mais ça va. D'accord. L'actualité internationale nous emmène où? L'actualité internationale est tournée vers les États-Unis où on va attendre les conclusions du comité monétaire de la Fed, donc la Banque centrale américaine, qui doit prendre une décision assez urgente compte tenu de la situation économique des États-Unis, notamment due à un phénomène qu'on appelle l'inflation. Alors, l'inflation, c'est quoi? C'est une accélération des prix. Et cette inflation, elle est particulièrement inquiétante puisque il faut se rappeler qu'en mars et en avril, la même fédération, la même réserve américaine, donc la Fed, avait déjà procédé à 2 augmentations de ses taux directeurs. Alors, le taux directeur, c'est quoi? Le taux directeur, c'est l'élément principal dont va user une banque centrale dans le cadre de sa politique monétaire. Alors, ce taux directeur-là aura pour effet notamment de jouer sur le prix, sur le coût de l'argent. Il faut savoir que de la même façon que les entreprises et les particuliers déposent de l'argent en banque, ces banques-là rémunèrent ces entreprises et ces particuliers rémunèrent lorsqu'il y a des dépôts et parfois on paye aussi de l'argent lorsque l'on prend un crédit dans la banque. Et donc le coût de cet argent-là, c'est le taux du crédit. Et les banques qui, elles aussi, déposent par la suite leur argent dans les banques centrales, de la même façon que la banque les rémunère lorsqu'elles font des dépôts, c'est de la même manière aussi que la banque impose des taux directeurs, donc vend de l'argent lorsque les banques viennent emprunter de l'argent auprès des banques centrales. Et donc, lorsqu'il y a de l'inflation, les banques centrales sont obligées d'augmenter ces taux directeurs. Pourquoi? C'est pour limiter en quelque sorte l'effet qui va être lié à une augmentation de la demande monétaire, ce qu'on va appeler aussi une augmentation de la consommation du cash. Et donc, cette augmentation du taux directeur aura pour objectif, en fait, de limiter, si tu veux, en quelque sorte, de bloquer en quelque sorte la croissance pendant quelque temps, le temps de ramener, de faire baisser justement ces prix, ce phénomène inverse de l'inflation qu'on appelle la déflation. Et donc, le taux directeur, il n'est pas variable pour une longue période. C'est en général au jour le jour que la Banque centrale, sur la base de ses prévisions en termes d'inflation, elle ajuste à chaque fois son taux directeur par rapport au niveau de l'inflation. Et ainsi, elle va permettre cette augmentation lorsqu'il y a une augmentation des prix. Donc, lorsque l'on augmente les taux directeurs, ça veut dire que l'argent devient un peu plus cher. Et donc, cette augmentation du prix de l'argent, lorsque les banques viennent emprunter, les banques les répercutent obligatoirement sur leurs clients, c'est-à-dire les entreprises et les particuliers, donc qui viennent souscrire des crédits auprès de ces banques-là. Donc, elles rachètent ce crédit-là un peu plus cher puisque la répercussion du taux directeur va également découler, va également s'appliquer directement sur le niveau de crédit. Et tu comprends ce que tu expliques là? Oui. Moi, je comprends rien. Comment tu ne comprends pas? Je parle d'un principe très simple. Non, ne te casse pas la tête. Je n'ai pas compris ça depuis le lycée. C'est pas ici que je vais venir comprendre ça. Bref, en tout cas, si tu veux, les taux directeurs, donc, c'est un élément indispensable, si tu veux, en termes de politique monétaire, dont usent les banques centrales pour essayer de juguler l'inflation. Et il faut savoir que lorsque l'on s'intéresse à l'inflation, les économistes définissent que cette hausse des prix qu'est l'inflation est généralement due à trois facteurs. Alors, le premier facteur, c'est justement l'augmentation des prix de l'énergie. Et puis, la deuxième, c'est cette augmentation des prix de l'énergie entraîne une augmentation des prix des biens et des services. Parce que ces biens et services sont généralement corrélés, leur production sont corrélées à l'énergie. Et donc, la troisième chose, c'est également un autre effet que les économistes appellent l'effet de base. Et donc, ces 3 effets-là combinés font qu'aujourd'hui, on assiste à une augmentation sans cesse des prix. Donc, on a une inflation qui se met à durer dans le temps. Et ça, évidemment, ça pose d'énormes problèmes parce que ça rend la monnaie plus chère et ça a un effet sur la compétitivité des entreprises qui utilisent cette monnaie-là. Et d'abord, les particuliers, lorsqu'il y a une hausse des prix, il y a un problème de consommation. Et en plus, les entreprises vont avoir du mal à avoir des liquidités pour pouvoir
pouvoir emprunter des liquidités pour pouvoir faire des investissements. Et donc ça va avoir un effet sur leur performance et donc à terme sur leur compétitivité. Et donc c'est la raison pour laquelle aussi on regarde de très près les décisions prises par le comité monétaire de la Réserve fédérale américaine. Pourquoi ? Parce que la devise la plus utilisée dans le monde, c'est le dollar. C'est-à-dire qu'on a aussi le fait que l'on augmente les taux directeurs, le fait que le comité monétaire de la Fed augmente la valeur de ces taux directeurs, ça va aussi avoir des incidences sur les autres banques centrales. Parce qu'il ne faut pas oublier que les banques centrales aussi, parfois, ont des devises. Pourquoi ? Parce que le dollar est utilisé pour faire des transactions internationales. Et donc, ça va avoir un coût si on augmente le taux directeur, donc l'argent devient plus cher. Et donc, ça aussi, ça va avoir un effet sur la valeur des devises. Donc, cette valeur-là va devenir un peu plus forte. Et ça aussi, ça risque d'avoir, du fait des autres banques commerciales qui utilisent aussi ces devises-là, soit pour aider les entreprises pour justement continuer à commercer, ça va rendre aussi cet argent-là plus cher. Et donc, in fine, ça va impacter aussi sur les entreprises en termes de performance et en termes de compétitivité. Et ça va aussi entraîner une hausse virtuelle, notamment des prix des matières premières dont ces entreprises ont besoin pour justement mener leurs activités. Donc, c'est extrêmement crucial parce qu'il faut savoir que 50% du commerce international se fait en dollars, 25% des devises utilisées, des liquidités utilisées dans le monde se font en dollars. Et donc, les économistes du monde entier scrutent avec beaucoup d'intérêt justement les politiques monétaires de la Réserve fédérale américaine. D'autant plus que Jérôme Powell, l'actuel gouverneur de la Fed, avait dit que désormais, il allait en fait corréler le niveau de ses taux directeurs à celui de l'inflation. Et justement, le 8 mai dernier, on a attendu, si tu veux, le ministre de l'économie américaine avait donné le niveau de l'inflation aux États-Unis. Il est extrêmement haut, il est de 8,6%. Et donc, par conséquent, on s'attendait, et on s'attend, c'est logique, avec cette nouvelle hausse de l'inflation, c'est la troisième depuis le début de l'année, on va mécaniquement s'attendre à un niveau, à une nouvelle hausse des taux directeurs, notamment au niveau de la Réserve fédérale américaine. Maintenant, à quel niveau sera cette hausse des taux directeurs ? Est-ce qu'elle sera à 25%, à 50%, à 75% ou au-delà même 1%. Alors, pour de nombreux économistes, ils ne sont pas tous d'accord sur le niveau de la hausse, mais l'essentiel d'entre eux table sur une hausse soit de 50%, soit de 75%, donc de 50 points ou de 75 points. Alors pourquoi ? Ceux qui tablent sur 50% estiment que cette inflation, même si elle est très hausse, elle ne va pas durer dans le temps et donc il serait extrêmement contre-productif de la part de la Réserve fédérale d'aller au-delà de ces 50% puisque ensuite on aura une déflation et cette déflation-là risque d'être contre-productive étant donné le niveau extrêmement élevé des taux directeurs du dollar. Et d'autres, par contre, tablent sur une augmentation de 75% parce qu'ils estiment au contraire que c'est une inflation qui va durer dans le temps. Étant donné les incertitudes qui continuent à régner dans un certain nombre de domaines, notamment celui de l'énergie, avec la crise en Ukraine. Il ne faut pas l'oublier. Il y a un phénomène qui est extrêmement inquiétant pour les économistes, c'est que même si Joe Biden était finalement parvenu à convaincre les Saoudiens d'augmenter leur production de pétrole, ce qui a eu un effet de baisser justement la valeur du prix du baril de dollar. Le baril de dollar tournait déjà aux alentours de $140 le baril. Grâce à une hausse de la production saoudienne, le dollar tourne aujourd'hui aux alentours de $100 le baril. Mais ça n'a pas eu d'effet sur la hausse des prix, puisqu'on assiste toujours, notamment dans la zone euro ou aux États-Unis, à une augmentation des prix. On a l'inflation qui est toujours là. Elle est de 5,4% pour le mois de mai dernier et elle est au niveau de 8,6% aux États-Unis, toujours dans la même période. Donc, on voit que cette baisse des prix de l'énergie, qui est l'un des facteurs importants de l'inflation, cette baisse
du prix de l'énergie n'a pas eu d'effet sur la baisse des prix, puisque mécaniquement, c'est ce qui aurait dû se produire, mais on observe qu'il y a une augmentation qui est continue des prix. Alors cela est dû au fait que, évidemment, même si on a une hausse de la production de la part de l'Arabie Saoudite, il y a des questions d'incertitude qui planent toujours. C'est est-ce que cette augmentation de production de l'Arabie Saoudite va permettre de juguler la diminution de la consommation du pétrole russe par les Européens? Rien n'en est sûr. Et est-ce que cette augmentation, c'est-à-dire ce surplus de production mis en place par l'Arabie Saoudite, est-ce que ça va avoir un effet sur auprès des entreprises ou des institutions qui font de la spéculation sur cette valeur-là? Étant donné les incertitudes liées toujours à la guerre en Ukraine qui existe, qui continue, et surtout des incertitudes liées aux sanctions économiques qui sont imposées à la Russie jusqu'à présent, certains économistes estiment que, étant donné ce niveau important d'incertitude relative justement à cette guerre en Ukraine, qui a aussi une incidence sur l'énergie, et puis aussi le deuxième facteur qui, à mon sens, explique aussi une hausse des prix, c'est le fait qu'on a une augmentation des denrées alimentaires. Cette augmentation des denrées alimentaires est toujours liée à l'incertitude en Ukraine. Il faut savoir que j'en ai parlé ici, ce n'est que la semaine dernière que des pourparlers ont commencé à se faire avec la Turquie sur la mise en œuvre de modalités de sortie, notamment de céréales qui sont bloquées encore en Ukraine. Et on espère certainement d'ici le début de la semaine prochaine de voir les premiers bateaux partir d'Ukraine après avoir déminé évidemment la mer Noire, notamment les ports de Mariupol et les ports d'Odessa. Et donc tout ça, ça fait qu'il y a toujours cette incertitude-là. Et puis le troisième qui est ce qu'on appelle l'effet de base, c'est qu'aux États-Unis, après la pandémie, il y a un autre phénomène qui est là, c'est qu'on a un niveau de chômage qui est très élevé. En même temps, on a un niveau d'offre d'emploi qui est très élevé. Mais comment expliquer que dans un pays, il y ait autant de chômeurs alors qu'en face, il y a autant d'offres d'emploi? Eh bien, c'est tout simplement parce que les salaires sont bas. Il faut savoir que durant la pandémie, durant les restrictions liées à la pandémie, le gouvernement de Joe Biden avait fait quelque chose de particulier, c'est-à-dire qu'ils avaient offert, si tu veux, des filets sociaux extrêmement élevés aux travailleurs américains pour leur permettre de continuer à consommer pendant la période de la pandémie. Maintenant que les restrictions ont été levées, que logiquement les entreprises ont repris leur travail de production, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les Américains qui étaient au chômage technique et qui avaient bénéficié d'énormes avantages justement pour traverser cette période liée à la restriction, eh bien, ils estiment que les salaires sont suffisamment bas et ils ont également épargné durant cette période-là pour pouvoir continuer à attendre en espérant trouver un meilleur job que un job qu'ils avaient avant le début de la pandémie. Donc, ce qui fait qu'il y a une espèce de chômage virtuel qui est là, qui est lié plutôt au fait, non pas de l'absence d'offres d'emploi, mais plutôt lié au fait que les salaires sont bas. Et donc, ça va contraindre les entreprises, si elles veulent embaucher et reprendre une activité normale, à augmenter les salaires. Donc, qui dit augmenter les salaires, dit qu'elles vont devoir se tourner vers les banques pour avoir besoin de liquidités supplémentaires pour pouvoir faire face à ces nouvelles charges. Et les banques également vont devoir se tourner vers la Réserve fédérale américaine pour bénéficier également de crédits. Et là, dans cette période où on a une inflation, si on veut lutter contre l'inflation et si on maintient les taux directeurs à ce niveau, ça ne va pas inciter l'octroi de crédit par les banques auprès des entreprises ne pourront pas embaucher. Donc tu vois qu'on a cet effet lié à l'emploi, il y a cet effet lié à l'incertitude du prix de l'énergie, et donc tout ça fait que aux États-Unis, on a cette situation d'inflation continue qui atteint, je l'ai encore dit, 8,6%. Et c'est la raison pour laquelle le comité monétaire de la Réserve fédérale américaine est obligé de réagir. Et c'est cette décision que l'on va attendre aujourd'hui. Ils vont se réunir, enfin, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, fera une interview au sortir de cette réunion à 14h heure locale à Washington. Il sera à 18h ici à Libreville. Et donc, c'est là où on saura véritablement à quel niveau d'augmentation sera les taux directeurs et on pourra mieux évaluer l'incidence, les réactions, les incidences notamment sur les marchés monétaires et financiers. D'accord, merci Jean-Paul. Une dernière question. Qu'est-ce qui se passe avec le Rwanda? Je vois qu'il y a des publications
sur Kagame avec du sang et tout, nos Rwanda, c'est quoi le problème? Non, en fait, il faut savoir que le Rwanda, j'en avais parlé ici, le Rwanda a passé un accord totalement inédit avec le Royaume-Uni. L'affaire des migrants qui doivent... C'est-à-dire que désormais, les migrants qui veulent obtenir un asile en Angleterre ne doivent plus faire la demande sur le sol britannique, mais doivent plutôt le faire depuis le Rwanda. Et donc, il y a le premier contingent de migrants, notamment principalement des Irakiens, des Afghans et des Pakistanais, qui devaient, environ une trentaine de personnes, qui devaient être le premier contingent envoyé à Kigali. Il faut savoir que Kigali a reçu 140 millions d'euros de la part de la Grande-Bretagne pour être cette zone tampon, si tu veux, de sa politique migratoire. Et donc, malheureusement, il y avait un certain nombre d'associations de lutte, de protection des droits des migrants qui avaient saisi la justice britannique, et la justice britannique avait rendu sa décision avant-hier en disant que c'était tout à fait légal que le gouvernement britannique puisse, si tu veux, sous-traiter en quelque sorte ces questions de politique migratoire là par un pays tiers. Et donc, normalement, ils avaient saisi la Cour européenne des droits de l'homme, même si on sait que les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme n'ont pas un effet coercitif sur, si tu veux, les juridictions de ces États membres, mais on savait qu'en fait que les carottes étaient cuites et que ces premiers contingents-là devaient être... Donc, clairement, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes migrant, vous êtes en Angleterre, on vous met dans un avion, on vous emmène au Rwanda. Voilà, on vous amène au Rwanda et on traite vos à partir du Rwanda, on traite vos dossiers. Si votre demande d'asile est acceptée, du Rwanda, vous repartez en Angleterre. Mais si votre demande d'asile est refusée, eh ben, vous partez du Rwanda, vous repartez vers votre pays d'origine. Et qui prend en charge du Rwanda jusqu'à votre pays d'origine? C'est normalement les Britanniques. Via les Rwandais, les Britanniques payent les Rwandais pour justement s'occuper de toutes ces questions logistiques, administrative. On peut se retrouver dans une situation là où il y a certains migrants dont les dossiers ne sont pas validés, puis les gars ils trimballent dans le Rwanda. Oui, ils vont rester au Rwanda. Et puis ça va rester, on va retrouver dans 50 ans, ce sera c'est une possibilité. Bizarre. C'est une possibilité, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que c'est de la faute des Européens. Il ne faut pas oublier que normalement les Européens ont commencé à externaliser des questions qu'elles considéraient comme étant sensibles concernant notamment la lutte migratoire. Il ne faut pas oublier le dispositif Frontex. Au début, les Européens, donc l'Union européenne, avaient notamment utilisé la Libye pour être la zone tampon des migrants. Il faut savoir que dans un premier temps, ils avaient demandé à la Tunisie de créer des camps qu'eux ils financeraient pour empêcher justement les migrants de prendre la Méditerranée et de mourir dans les mers et arriver, pour ceux qui parviennent à survivre, par milliers notamment en Europe. Donc ils ont été les premiers à sous-traiter ces questions-là. Et donc les Anglais n'ont fait qu'aller plus loin en disant qu'au lieu de financer des camps où on se contente justement de cantonner les migrants dans ces territoires-là, nous on va plutôt créer un truc un peu plus soft, entre guillemets, dans lequel on va recevoir les migrants, on va dans des conditions de vie, dans des conditions qui sont décentes, et puis à partir de là-bas, on va mettre une espèce de guichet unique, et c'est à partir de ce guichet-là qu'ils vont faire leur demande d'asile, et au moins si la demande d'asile est rejetée, il n'y aura pas encore à se battre pour le retrouver, et le fait qu'il soit déjà sur le territoire anglais, ça rend beaucoup plus difficile pour l'État d'obtenir l'expulsion, puisqu'il y a ça rend beaucoup plus facile à l'Angleterre de ne pas avoir des migrants qui traînent dans leur pays. Exactement. Donc, ils vont aller traîner dans le pays des autres. Ils traînent dans le pays des autres, et parce que même si vous êtes déjà en Angleterre et que la justice, par exemple, décide que vous devez être expulsé, c'est toujours difficile pour le gouvernement de mettre en application cet avis d'expulsion-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des associations, il y a des réseaux qui vont permettre à ce migrant-là de se substituer ou bien d'éviter d'être attrapé, expulsé et tout ça. Et parfois, il y a encore des recours. Donc, tout ça va rendre ce processus-là particulièrement long et difficile pour le gouvernement. Et donc, pour éviter tous ces tracas-là, c'est plus simple de les envoyer directement dans un pays tiers. Et c'est ce pays tiers, avec sa législation, avec son administration et tout ça, qui va gérer les migrants. Et ces migrants-là, même si la demande d'asile est rejetée, l'Angleterre n'aura pas à se soucier de savoir comment est-ce qu'on va faire pour le renvoyer vers ce pays d'origine, puisque de toutes les façons, il n'est pas en Angleterre. Et l'Angleterre va tout simplement continuer à financer ce pays-là pour que ce dernier s'occupe du retour de ce migrant vers sa terre d'origine. Merci.
Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. Urban FM 104.5.